Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudon et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut, M. Trépanier. T'as ressorti tes lunettes, Alex? Je les ai changées. Je te vois bien. Oui, ben oui. Ma prescription traînait. Alors là, j'ai ressorti mes Ray-Ban. Mais on vieillit, hein? Oui, mais j'ai ressorti mes Ray-Ban, mais avec une nouvelle prescription Oui. à l'intérieur. Et les autres sont en train de se faire également. Oui, ben je me rappelle, la dernière fois, t'as pas reconnu Louis, notre caméraman. Fait que là, on s'est dit, c'est ça, besoin de exact. lunettes. J'avais appelé Claude au départ. Oui. Mais bon, ceci dit, je suis content de revoir Louis. Absolument. Dis-moi, en fin de semaine, c'est un long week-end. Est-ce qu'on peut encore aller aux pommes? Absolument, Alex. Pas dans tous les vergers, par contre. Mais OK. moi, je suis allé au verger Denis Charbonneau. Mélanie est venue ici à l'émission d'Éric Latour. Et le verger Charbonneau est ouvert jusqu'à la fin du mois d'octobre pour cueillir des pommes. Alors oui, il reste encore quelques semaines pour aller vous procurer de très bonnes pommes cette année. J'aime ça mettre à l'avant-garde ton petit côté Office Tourist. Écoute, j'ai sorti mon chandail couleur pomme également. C'est vrai. Avez-vous trouvé un nouveau local pour Office Tourisme Montérégie? Pas encore. J'aime bien vous voir, mais là, il y a beaucoup trop de construction dans le 10-30. Oui, il y en a beaucoup. Mais bon. Gros show cette semaine, François? Écoute, on reçoit Pierre Lalonde, enseignant de... Non pas le chanteur, on l'a dit hors d'onde. Écoute, si jamais on recevait Ouais. Pierre Lalonde, le chanteur, il y aurait un sérieux Ouais. problème. Mais, ouais. Enseignant de l'année au golf de la PGA du Québec cette année. Tout un honneur, Pierre, qui représente, entre autres, le club de golf Pine Grove et le club de golf Vallée des Forts. Et en deuxième partie, un ami de l'émission, Daniel Turcotte, on parle de herding. Alex, il sera accompagné de son chien Seth, qui a été très gentil pendant notre entrevue. Tabarouette, il bouge moins que toi puis moi. Ça, c'est vrai. Les autres, ils ont été obligés de mettre des espèces de petits papiers parce qu'on bouge trop, ou du moins je bouge trop. Ouais. Mais lui, Seth, ils n'ont pas eu ce problème-là. Non. Du tout. Bienvenue à Sport Express. François, il a fait un petit peu plus froid au cours des derniers jours, mais si tu regardes la météo cette semaine, va faire très beau. Faire chaud ce week-end, hein? Faire chaud quand même ce week-end. Ça veut dire qu'il va y avoir du bon golf d'automne Dans qui les va couleurs. jouer. Ah, c'est-tu assez beau à part Ouais. ça? Et pour parler golf, on a quand même un des très, très bons enseignants au Québec. Ouais. On reçoit Pierre Lalonde, qui est enseignant de l'année 2024 de la PGA du Québec. Salut Pierre. Bonjour. Salut, Pierre. Merci d'avoir accepté l'invitation. Pierre, avant de rentrer plus en détail, on voit ton beau trophée également sur la table. C'était la Coupe des présidents il y a 2 semaines à Montréal. D'abord, ça a été une carte postale, Ouais. on va finir par le dire, merveilleuse pour le club de golf, pour la ville de Montréal, Québec. et tout ça, le Québec. Mais je voyais les partisans sur le terrain, à quel point ils ont embarqué. Il y a beaucoup de Québécois là-dedans. On va rentrer tantôt dans le vif du sujet du golf, comment se porte le golf au Québec, mais les partisans de golf, il y en a en tabarouette. On les a vus il y a 2 semaines, à quel point c'était beau à voir. Là. Oui, puis il y a des gens qui ont bravé la circulation, puis Aussi, ont bravé ça, la température. c'était- Ouais. Non, regarde, ça prend des mordus pour se présenter tôt le matin. Hein. Vas-y. ouais. Oui, bien, je veux que tu nous parles Ouais. un peu de cet honneur, Pierre, enseignant de l'année au Québec. Tu es affilié au club de golf Pine Grove, ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, et au club de golf Vallée des Forts, Ouais, c'est ça. à Saint-Jean. On parlait tantôt hors d'onde, on se disait des enseignants de golf. Il y en a beaucoup Oui. au Québec. Écoute, c'est tout un honneur que tu viens de recevoir de tes pairs, en plus de la PGA du Québec. Moi, j'ai été vraiment ému, je dirais, parce que quand je me suis présenté en avant pour faire mon petit remerciement, mon speech, comme on dit, je voyais toutes ces années-là d'enseignant dans ma tête. Là. J'ai enseigné quand même 33 ans au cégep, dans les cours d'éducation physique. On avait le golf. C'est ça, parce qu'à la base, tu es un prof d'éducation physique. C'est important exact. de le mentionner. Oui. C'est d'essayer de comprendre comment fonctionne le corps humain dans n'importe quelle activité, entre autres le golf. Ouais. Je veux qu'on parle un peu de ta carrière, parce que pour arriver à être l'enseignant de l'année, il faut avoir des années d'expérience, j'imagine. On parlait hors d'onde tantôt de tes années de football au GN, d'un joueur de GN, dans les années 70. Mais ça a commencé comment pour toi, la passion pour le golf? La passion pour le golf, ça a commencé avec mon père. Mon père, qui, je le voyais, là, c'est une personne qui travaillait dans une usine, mais quand même, une fois par semaine, il chaînait ses souliers, là, puis il avait hâte d'y aller jouer. Puis c'est là que c'est venu, la passion.
du golf. Le sport du golf a changé, la technologie a changé beaucoup au cours des dernières années, mais il y a une chose qu'on dirait qui n'a pas changé, c'est à quel point on est heureux avant d'aller jouer au golf. Moi aussi, c'est mon père. Mon père est né en 42, donc tu sais, c'est de la... il peut plus jouer aujourd'hui, un petit mal de dos et tout ça, mais tu sais, encore un passionné de golf, mais quand on allait jouer, je chaînais ses bâtons. C'est ça, je te dis. C'est ça. Toujours bien mis pour aller sur un terrain. Ça, c'est depuis toujours. Là. Mais ça a toujours été. Moi, que ce soit une leçon à aller donner ou que ce soit un match à jouer avec mes amis, toujours, un nouveau match le lendemain. Ouais. Ça recommence. Quand même que tu as mal joué une journée, le lendemain, ça s'efface et on recommence. C'est merveilleux pour ça, le golf. Qu'est-ce qui fait, Pierre, que ta formation puis ta carrière d'enseignant en éducation physique, qu'est-ce que cette carrière-là t'apporte en tant qu'enseignant de golf? Parce que, tu sais, oui, tu as les techniques qu'un pro de golf va pouvoir enseigner, mais ce que je veux dire, c'est que le bagage que tu es allé chercher dans tes études comme enseignant d'éducation physique et dans ta carrière, qu'est-ce que tu apportes de plus à la personne qui va vouloir apprendre le golf avec toi? Mais ce que j'ai dit dans mon petit speech, là, c'est que... Tu peux nous le faire, ton speech? Non. les années de formation en éducation physique, on voit l'anatomie, les blessures du sport, puis on peut amener ça. On peut amener ça dans un élan de golf. Ouais. Ce que j'ai fait, moi, après que j'ai fini ma carrière d'enseignant au cégep, il y avait une opportunité d'aller faire toutes les formations TPI. Je ne sais pas si vous connaissez TPI. J'aimerais ça que tu nous l'expliques. Oui, mais c'est ça que je vous dis. Là. Titleist Performance Institute, c'était créé par Greg Rose et Dave Phillips. Ils sont à San Diego. Okay. J'ai été peut-être 20 fois à San Diego. Okay. Dans le programme TPI, on touche justement à toutes les choses, les matières, on peut dire, qui peuvent aider un golfeur. Il y a tout ce qui est médical, technique, les sources de puissance, les juniors, l'aspect mental. Puis, il y a juste un cours que je n'ai pas fait dans le programme, puis c'est le médical 3. Parce qu'il fallait être médecin pour pouvoir le faire. Toutes les autres, je les ai toutes faites. Puis, je pense que je suis le plus certifié au Canada à ce niveau-là. Wow. Quand les gens disent que le golf, c'est un loisir, c'est pas un sport, moi, je t'écoute parler depuis tantôt, puis je pense qu'ils n'ont jamais joué. À quel point... je veux qu'on... tantôt, tu disais que tu as commencé ça dans les années 70 avec ton père et tout ça, tu jouais au golf. Aujourd'hui, c'est un sport qui est très, très complexe. D'abord, tu es seul avec toi-même. Déjà, en partant, c'est pas un sport d'équipe. Tu peux être très en forme physiquement cette journée-là, mais ton mental est un peu moins là. Le lendemain, ton mental est là, mais tu as mal partout. C'est fou à quel point c'est un sport qu'il faut que les résultats soient optimales pour que tu aies quand même un bon 4 jours. Je parle pour les professionnels. Il y a tellement d'impondérables. C'est fou au golf. Là. Et pour les amateurs, c'est un petit peu la même chose. Mais il n'y a pas tu n'es pas obligé d'avoir une performance, un score bas. Tu peux t'amuser quand même. Les différents paramètres de la nature, les amis, se dépasser soi-même. Ça ne donne rien de jouer au golf pour les autres. Il faut se dépasser soi-même puis avoir une victoire sur soi. C'est là que je veux rentrer dans ton aspect, l'enseignement. Parce que j'ai toujours dit, le golf, quand tu ne sais pas le maîtriser, c'est peut-être pas le sport le plus agréable au monde. Tu sais, à un moment donné, d'aller jouer 117 tout le temps... Et plus. C'est pas toujours agréable. Même si tu dis, regarde, je suis dans mon kart, je prends mon petit verre d'eau, on va dire ça de même, et j'ai du plaisir avec les amis, à un moment donné, tu veux quand même bien performer. Au golf, plus que d'autres sports, c'est fou comment l'enseignement est hyper important. La technique est importante également. La technique est importante, mais il faut tenir compte de la personne, son body. Je m'exprime mal avant. Le corps humain. Une personne qui n'est pas capable de tourner ses épaules suffisamment, une personne qui n'est pas capable d'être stable avec le bas de son corps, bien, à ce moment-là, il va probablement favoriser l'équipement. Mais tu ne peux pas t'acheter un swing de golf. Tu ne peux pas te dépenser un 700-800 pour un driver. Mais si tu n'es pas capable de faire un bon élan, la performance ne sera pas là. On a sûrement quelques néophytes du golf qui regardent l'émission, tu sais, des gens qui connaissent le golf mais n'ont jamais joué. Puis c'est sûr qu'il y en a qui regardent l'émission aussi qui se disent, ben moi, j'ai toujours voulu essayer le golf, mais je sais pas par où commencer, je sais pas l'équipement que je dois m'acheter, où est-ce que je peux suivre des cours. Ça peut prendre combien de temps, Pierre, quelqu'un qui commence au golf, qui va te rencontrer, suivre une leçon avec toi? Tu sais, au moins, tu le disais tantôt, c'est le fun d'avoir du plaisir à jouer, mais quand on maîtrise un peu son swing, puis c'est encore plus agréable,
Ça peut prendre combien de temps avant de dire, bon, ben, écoute, j'ai suivi 1, 2 leçons, je vois déjà une différence dans mon jeu. J'imagine que ça dépend du type de golfeur, du type d'athlète, mais est-ce qu'après une leçon, on est capable vraiment, comme toi en tant qu'enseignant, de donner les bonnes bases pour quelqu'un qui commence? Moi, j'y vais avec la notion de plaisir. Ça dépend de chacun. J'ai eu des étudiants débutants toute ma vie au cégep. Ouais. J'avais Bernard Smith, qui est pro l'Académie Bernard Smith. Il était dans ma classe. Il ne savait pas s'il était gaucher ou droitier. Il avait 17 ans. Puis le gars est pro aujourd'hui. Oui, c'est ça, c'est arrivé. Je te dirais, pour qu'une personne ait un petit peu d'agrément, 6 leçons, OK. on peut toucher aux bases de l'adresse, la prise, l'alignement, la posture, les fondamentaux, comment monter le bâton, comment descendre le bâton. Puis après ça, tu as tous les aspects. C'est bon de commencer en petit. Ouais. Ça a commencé par le putting, après ça, les approches, puis après ça, un swing intermédiaire, puis en dernier, les bois. Là. Ouais. C'est vrai, en dernier, les bois, parce que ça, c'est la chose qu'on va peut-être maîtriser le plus dès le départ. On est dans les driving range, mais on oublie toujours le jeu court, là, où on se met à sacrer, le putting également. Quand on arrive à un terrain de golf, moi, salutations à mon boss et ami Daniel Marleau, quand on arrive pour jouer au golf, on a un départ à 12h55, j'entends sa Tesla arriver à 12h53 en stationnement. Et là, ben après ça, lui, il se demande pourquoi il se met à jouer au 4e. La préparation avant un match est très importante aussi. Ben, c'est conditionnement, là, c'est de l'échauffement. C'est la même chose. Tu regardes les Canadiens de Montréal, ben, il y a une séance de réchauffement sur la patinoire. Mais ce que tu n'as pas vu, c'est que les gars sont dans le gymnase, en train de faire des étirements, là, puis des exercices de mobilité. C'est exactement la même chose au golf. Là. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressé tant que ça au golf, que tu as voulu aller suivre toutes les formations? T'sais, tu l'as dit, tu es peut-être celui au Canada qui a le plus de certifications. Aller à San Diego 20 fois, ça Ben, aide. c'est ça. Qu'est-ce qui fait, je comprends que tu as la piqûre du golf, tu as la piqûre de l'enseignement, mais qu'est-ce qui fait que tu as toujours voulu pousser encore plus ta façon d'enseigner? Mais moi, je te dirais que c'est une force intérieure. C'est plus philosophique que d'autres choses. Okay. C'est une force intérieure que tu veux te dépasser. Un artiste va se dépasser dans une toile. Moi, c'est la façon que j'ai trouvée pour me dépasser comme enseignant. Je me suis dit, je vais devenir le meilleur enseignant que je suis capable d'être. Puis, j'ai travaillé très fort à ce niveau-là. Puis là, tu es devenu le meilleur au Québec, Pierre. Ouais, regarde, le non, meilleur, mais c'est il est très Non, mais il est humble. très humble. Écoute, c'est pas là pour rien. Puis ça a été choisi par tes pairs en part de ça. Donc, ça doit faire doublement plaisir. Parlons un peu d'équipement. Parce que toi, tu dois les voir arriver, là, le gars qui a la casquette Puma orange. Tu sais, Ricky Fowler 2, en orange, le polo orange, les souliers orange, le sac orange, le sac à 1000 $, les Titleist dedans à 2000. Tout va bien. Puis après ça, il s'installe, puis pouf, il fait 4 verges en avant. Ça c'est... Golf Town, on les aime beaucoup, ces clients-là. Je sais à quel point l'équipement a beaucoup changé. Moi, je suis quelqu'un dans la vie, là, les gens qui regardent Sport Express, je change de montre régulièrement. Mais mes bâtons de lunettes, de souliers, j'aime ça, ça me dérange pas. Technologie, même affaire, change de cellulaire à toutes les années. Mais mes bâtons de golf, dès que j'ai trouvé, on dirait que j'ai de la misère à m'en débarrasser. Tu sais, comme par exemple, j'ai changé mes... Là, Callaway, c'est pas Titleist, mes bois, mais ça m'a pris un an à m'habituer avec eux autres. Puis là, ça va bien, j'ai pas envie d'échanger. À un moment donné aussi, c'est bien beau de dépenser, mais quand tu es à l'aise avec tes clubs, tu sais, des garder, c'est pas mauvais non plus. Moi, ça. je te dirais, c'est un petit peu comme une paire de patins. Tu peux t'acheter le gros Reebok à, je sais pas quel prix qu'ils sont rendus, les patins, là, à 1200 $, mettons. Ouais, c'est rendu là des bons patins. Puis ça paraît pas une paire de skis. Là. La paire de skis, tu n'es pas capable de la faire fléchir dans le virage ou tu n'es pas capable d'utiliser ta cheville dans ton élan de golf. Ouais. À ce moment-là, regarde, tu as beau avoir le meilleur équipement possible. Si ton corps n'utilise pas les forces nécessaires, tu n'auras pas de résultat de ce bout-là. Juste pour compléter là-dessus, c'est que plus que tu vas en haut de gamme, plus que le bâton pardonne moins aussi, j'imagine. Fait que, tu sais, c'est comme... Pas nécessairement. Non, ça change pas. Non. Il y a des bâtons qui sont plus permissifs. OK. Là. Mais le bâton va être permissif jusqu'à un certain point. Là. Fait que la personne qui te fit, là, il ne fit pas ton corps. Il essaie que la balle soit mieux, qu'elle aille un petit peu moins à gauche, un petit peu moins à droite. Mais si la personne n'est pas capable d'utiliser les forces au sol, puis il n'est pas capable de tourner, oublie ça. L'équipement ne donnera pas ce que tu n'es pas capable de faire.
Il reste 1 minute à première partie. Je pense qu'on devrait peut-être passer à la pause tout de Ouais. suite, Alex, parce que là, j'avais une question, puis ça va déborder de la minute. Donc, je pense qu'on va passer à la pause, puis on va prendre un petit peu plus de temps avec Pierre en deuxième partie. Alors, on s'arrête tout de suite et au retour, tu pars avec ta question? Absolument. Bougez pas. Nous sommes de retour à Sport Express. Tu avais une question, mon cher François? Oui, bien, je me demandais, Pierre, puis ça va prendre plus que 30 secondes, comment se porte l'enseignement du golf au Québec? Dans le fond, ma question, pour être claire, est-ce que les enseignants de golf ont manqué d'ouvrage cet été ou le golf est toujours aussi populaire puis les gens veulent apprendre et continuer à se perfectionner? Ben, je te dirais, écoute, la pandémie, on a vécu la pandémie, c'était l'activité Oui. que les gens pouvaient pratiquer. On l'a vu, ça, pour toi, en tant qu'enseignant? Oui, ça a amené beaucoup d'engouement. OK. Puis des nouveaux clients, on peut dire comme ça, Puis- vers le golf. Je pense beaucoup, puis on le voyait aussi pendant la pandémie avec les réseaux sociaux, beaucoup de nouvelles clientes aussi. Hein. Je pense que le golf est devenu pour beaucoup une activité de couple. Parfois, la dame jouait un petit peu moins, c'était plus le conjoint qui allait avec ses amis, mais le sens-tu? Est-ce qu'il y a de plus en plus de dames qui jouent au golf? Les dames, ça a toujours été. Il n'y en Ouais. a pas nécessairement de plus en plus. Ouais. Au niveau des leçons, plus de dames OK. que d'hommes qui viennent suivre la leçon. On aurait dit qu'ils sont plus assidus au point de vue d'un forfait. Ils viennent à leur cours et ainsi de suite. Le monsieur, lui, il prend sa performance Ouais. tout de suite. Il est OK. plus... ça, je te dirais ça. À Saint-Jean-sur-Richelieu, je peux quasiment dire qu'on est une pépinière de jeunes bons joueurs qui commencent à faire leur marque sur les différents circuits professionnels à travers le monde. Des gars du Pine Grove, des gars de la Vallée, qui ont commencé à jouer au golf ici. Tu en as entraîné quelques-uns également. Qu'est-ce qui fait que... Tu sais, c'est la même chose au baseball. De plus en plus de jeunes Québécois vont s'exiler, vont aller aux États-Unis dans les collèges américains. On le voit maintenant avec les joueurs de golf. Ça a été quoi le déclic, selon toi, Pierre? Parce que avant, là, on voyait pas ça dans les années 70-80. Les gars devenaient pros. Hein, tu sais comment c'était. Là, ils jouaient leurs l'AGP quelques du tournois. Québec. Ils étaient à l'AGP, qu'on appelait à l'époque, avant de l'appeler la PGA du Québec. Mais puis les gars, ben, il y avait le clubhouse en arrière, puis ils vendaient des polos. C'était un peu ça. Tandis qu'aujourd'hui, c'est comme... Sais-tu, je m'occuperai pas du Pro Shop tout de suite. Moi, je vais essayer d'avoir une carrière avant ça. Ça a été où le déclic? C'est-tu des gars comme... Ben- j'oublie j'oublie le nom, il avait battu Tiger Woods. Stéphane Talbot? Stéphane Talbot. Tu sais, ces gars-là, on dirait qu'ils ont été très locaux, mais aujourd'hui, c'est comme, non, moi, j'aime beaucoup le Québec, mais je vais m'expatrier. Moi, je vais te dire, je te dirais, l'Académie Fred Colgan à Québec. Ouais. Fred Colgan à Québec a mis sur pied un programme pour les juniors, pour qu'il y ait un développement, un petit peu comme la NCAA aux États-Unis. Les Papineau, les Vincent Blanchette, ces gars-là, ils ont eu profité d'un sport d'études pour pouvoir améliorer leur performance. Aller dans le sud, aller pratiquer. Ici, on a un climat hivernal, oublie ça. Là. On ne peut pas pratiquer dans les écrans et espérer avoir une performance extraordinaire. Là. Non. Il faut que ce soit 12 mois vraiment encadré. Je veux que tu nous parles un peu d'Étienne Papineau. Tu viens de mentionner son nom. Écoute, Étienne qui nous représente sur le Corn Ferry Tour, qui a connu toute une première saison. Tu as la chance d'entraîner Étienne quelques fois par année. Ouais. Je pense qu'il va te voir avec tes différentes certifications. Ça lui permet de mieux travailler ses forces et d'améliorer ses faiblesses. Parle-nous de Étienne Papineau en tant que golfeur. Ça fait longtemps que tu le connais. C'est une fierté de voir où il est rendu. Premièrement, je voudrais mentionner son coach, Pierre Dugas. Oui. Pierre Tout à Dugas fait. qui est à Cowansville, puis travaille vraiment assidûment avec Étienne. Je me rappelle, Pierre Dugas, on avait fait un événement au niveau de l'enseignement. On parlait d'enseignement dans les cégeps, puis j'étais avec lui. On avait peut-être 30 ans tous les deux. Puis lui, il a continué avec Étienne Papineau. Étienne, je l'ai mis sur les plaques de force au Pine Grove cet hiver. OK. Puis je te dirais, grosse utilisation de sa force verticale, sa jambe gauche. Comme il pousse tellement fort. John Ram pousse 445 livres. Puis je te dis, Étienne n'est pas bien loin en arrière. Oh, wow, OK. Ça, dans le fond, excuse-moi, Non, tu avais une vas-y, question, vas-y, mais non. comment on fait pour voir ça, Pierre? Dans le fond, c'est avec tous tes programmes. Est-ce qu'Étienne est branché? Comment ça fonctionne pour pouvoir analyser là, en détail comme ça ce que tu viens de nous mentionner? Moi, comment je peux dire ça? Mon mentor, c'est Greg Rose à San Diego. OK. Il travaille avec Blackburn, qui coach Greg Rose, qui coach Justin Rose, OK. puis ces gars-là. Puis je me dis, c'est bon pour eux autres, c'est bon pour nous autres. Tout à fait. OK? Au niveau 3D, on utilise des systèmes
pour pouvoir savoir combien les épaules tournent, comment est-ce que les hanches tournent. Fait que ça s'appelle du 3D. Il y avait du AMM 3D, il y avait du KVS, il y avait plusieurs autres formules. Fait que ça, c'est pour savoir exactement. Avant, on avait le vidéo. Là, c'est un petit peu plus précis. Puis au niveau des plaques de force, il y a plusieurs compagnies. Moi, j'ai acheté des plaques GASP. Puis j'ai demandé à Greg Rose. Écoute, Greg, j'ai les plaques, là, puis ça a coûté assez cher. Je peux savoir une couple de modèles de joueurs que tu as mis ces plaques qu'on peut comparer, que ce soit un bon amateur ou que ce soit Étienne Papineau ou que ce soit Vincent Blanchette. Je peux-tu savoir Fleetwood, comment est-ce qu'il fonctionne, Mickelson, comment est-ce qu'il fonctionne, quelles sont les forces utilisées. Ah, Pierre, je peux pas faire ça, donner ça. Voyons, c'est des PME, ces gars-là. Là. C'est des millionnaires. Ils n'aimeraient pas ça savoir que les datas se retrouvent sur le web partout. Ah, Greg, ça fait 10 ans que je viens ici, là, puis j'ai... Ah, OK, d'abord. Il m'a emmené une feuille, il dit lesquelles tu veux. Donc, tu es capable de comparer un Étienne Papineau avec des pros de la PGA. Exact. Wow. Oui. C'est là aussi, tant qu'à être sur le sujet, on va continuer là-dessus. Tu parlais de l'élan, tu parlais du positionnement. Tu sais, les gars que vous venez de nommer, là, c'est pas tous des Bryson de Chambault. Là. Ils ont la shape de François, même un petit peu plus petit. Vincent Blanchette, que je salue, que je connais bien, que j'ai coaché au hockey. Vince, c'est pas le plus grand. Étienne, c'est pas le plus grand. Phil Mickelson, c'était pas le plus grand non plus. Puis c'est des gars qui sont capables de frapper loin. Moi, je suis allé voir jouer, je suis un gars de Saint-Bruno, mais quand le PGA senior était venu à Vallée-du-Richelieu, à Sainte-Julie, c'est quand même d'excellents joueurs. Tu sais, des Bernard Langer, Fred Couples, qui était... Mais il n'était pas venu, malheureusement. Il l'avait mis sur l'affiche, mais il n'était pas pointé. Mais ceci dit, c'était des gars qui... Pas très grands. Puis tabarouette, ça frappait à coup de 350. Bien droit. Puis nous, on arrive après ça, puis on essaie de non, c'est pas tant de dévisser. C'est vraiment d'avoir la bonne technique. Non, je te dirais qu'ils créent une élastique. Ils créent un élastique avec leur corps humain. Fait qu'il y a comme un élastique qui est créé. Le bas du corps part. On appelle ça stretch, X-factor, stretch. La vitesse des hanches permet à accélérer la vitesse des bras, permet d'avoir une longue distance, je te dirais. C'est la raison pour laquelle aussi, tu sais, de plus en plus, les terrains, ils essaient, tu sais, comme là, je pense que c'est le Augusta National, ils ont essayé de reculer les terres de départ un petit peu. Ils n'ont pas le choix, là, parce que les terrains deviennent trop courts. Je te dirais, là, un pro qui ne fera pas 300 verges, là, il est déjà fait avant de commencer sa partie. Je pense pas qu'ils vont le faire au niveau amateur. Là. On va continuer à acheter les mêmes Titleist ou les mêmes Pro V1. Tiens, on va y aller avec ça. Mais ils voulaient enlever un peu, je sais pas si c'est la compression, mais ils voulaient diminuer la distance des balles de golf. Ça s'est parlé, ça. Je pense que Nicklaus avait inventé une balle qui allait moins loin. Mais là, je ne sais pas la suite à ce moment-là au niveau technologie. Là. Jusqu'à quel point le mental est important au golf? Tu parles de Jack Nicklaus. Je lisais son livre qui disait toujours je faisais exprès pour driver un petit peu moins loin parce que j'étais le premier à frapper mon coup. Puis je mettais ça 10 pieds à côté de la pin. Puis je sais que le gars, après ça, je mettais la pression sur lui. En match play, ça. En match play, exactement. C'est fou comment le mental aussi au golf, hein? Pas juste la distance, mais lui, c'est un jeu d'échecs. C'est la même chose. Tu viens de parler d'un jeu d'échecs. Il faut que tu saches où placer ta balle. La plupart des amateurs, c'est au niveau des petits coups. Il y en a qui frappent très loin, arrivent à l'entour du verre, top la balle, elle roule, l'entrappe de l'autre côté, 2 coups pour sortir. Regarde, ça prend plein. Le petit coup, très, très, très important au golf, au niveau mental, c'est d'associer ça dans ton analyse. Je veux qu'on revienne sur Étienne Papineau. Il vient de gagner, mais il a gagné chèrement sa carte sur le Korn Ferry à temps plein l'année prochaine. Puis je lisais son post sur Facebook comme quoi il est encore toujours aussi motivé d'avoir sa carte l'année d'après de se classer dans les 30 premiers pour avoir sa carte de la PGA. T'en as vu beaucoup, Pierre, t'en entraînes, tu côtoies des enseignants qui coachent des joueurs de la PGA. Est-ce que, selon toi, Étienne, on va le voir un jour sur le plus grand circuit au monde? Moi, j'y crois. Il est tellement proche. Cette année, là, regarde, c'est au niveau mental. Il travaille tellement fort. Le coup roulé, ça le prend, le coup roulé. Le wedge, un petit peu trop loin de la pin. Même moi, ça, un petit peu plus proche. Puis, de fil en aiguille, au niveau mental, la même chose. Toujours loin de sa famille, toujours loin du pays. Là, il est obligé toujours d'aller puiser dans ses ressources. C'est vrai. Tu sais, ce qui arrive à cet âge-là aussi, là,
Tu fais pas des millions. Fait que madame, là, elle peut pas te suivre partout dans le monde. C'est ça qui arrive. C'est qu'elle, elle a sa carrière. Tu sais, que la famille peut pas te suivre. C'est pas, c'est pas évident. Puis même si à PGA, là, arrêtez-moi 30 secondes, là, t'es vois le dimanche avec bébé dans les mains, là, puis parce qu'ils ont pris l'avion le matin parce que son chum est en avance par 4 coups, là, puis là, t'es vois à TV, mais ils ont pas été là toute la fin de semaine non plus. Sauf qu'ils ont les moyens de faire venir la famille. Tu sais, je ferais pareil, moi. Marie-André, let's go, je vais gagner 4 millions. Embarque dans l'avion un matin, là, puis viens m'attendre. Mais la famille ne suit pas toujours. Mais au niveau mental, il est venu Étienne à l'émission. On le connaît bien, puis je sais à quel point. Puis ça prend ça dans le golf. Parce que regarder l'émission. Oui, puis des Étienne Papineau, quand tu arrives aux États-Unis, c'est là que tu te rends compte que, wow, des Étienne Papineau, il y en a plus qu'au Québec. Il y en a plein, exactement. Mais on y croit. Puis lui, l'année passée, je l'écoutais parler, puis je veux avoir ma carte à temps plein sur la PGA, mais en même temps, de tournoi en tournoi, lui, c'était parce qu'il n'avait pas sa carte à temps plein pour le Korn Ferry. Donc, c'était, je veux aller sur la PGA, mais en même temps, il faut que je sois au prochain tournoi de la Korn Ferry. Et à un moment donné, ça n'a pas bien été à l'Omnium canadien. Ouais. Mais moi, j'y lève tellement mon chapeau parce que lui, il a fait comme non. Ça va peut-être me faire prendre un pas en arrière au niveau de ma carrière, mais je me dois de vivre le championnat canadien au niveau de la PGA. Il n'a pas fait la coupure, malheureusement, mais il termine son année avec sa carte de la Korn Ferry à temps plein pour l'an prochain. Ça, Pierre, j'ai l'impression que ça va y enlever une petite pression dans le sens que là, il va pouvoir se focusser sur, non pas d'aller chercher 2 cartes, temps plein Korn Ferry puis PGA, là, il va pouvoir se concentrer juste à l'étape suivante maintenant. Je pense qu'il va pouvoir choisir aussi un nombre de tournois qui vont participer. Il va pouvoir se préparer en conséquence, arriver fin prêt pour les tournois en conséquence. Il reste 3 minutes, Pierre. J'imagine que tu dois avoir des gens à remercier, des gens qui te suivent depuis longtemps, des clients. On parlait tantôt au Club de golf Pine Grove, Vallée des Forts. Ce que je veux dire, c'est que ce prix-là, oui, tu es un enseignant, c'est individuel, tu enseignes individuellement, mais veux pas, au bout de la ligne, ça prend des alliés, j'imagine? Bien, moi, je vous dirais, Louis-Alexandre Pitt, il m'a donné ma chance d'enseigner au Pine Grove. Tout le groupe aussi de la Vallée des Forts, avec Luc Delan comme président. Ça fait longtemps que tu es là, à Vallée des Forts. Bien, ça fait, depuis quasiment la création du club. Wow. Il y a eu Jean-Louis Lamarre, je pense, pour 1 an, puis après ça, c'est moi qui est arrivé là. J'ai pris mon expérience là. Et je voudrais aussi remercier Rodrigo Pinochet du stade de soccer. Oui, parce que tu enseignes là l'hiver. L'hiver, là, c'est bien le fun aussi. L'hiver, là, on a 35 verges qu'on peut frapper des wedges. Quand même. Puis on a le filet, puis on a le trackman, puis on a les 3D, les plaques de force aussi. Wow. Fait que je suis pas mal content de ce que je peux faire avec mes étudiants. J'aurais une anecdote aussi. Bien, vas-y. OK. Les étudiantes, là, puis les étudiants, là, c'est eux autres qui sont témoins de mon enseignement, de ma progression, ou appelle ça comme tu veux. Fait que, dans le fond du champ à Vallée des Forts, ou dans le fond du champ au Pine Grove, là, il y a juste mon étudiant qui est là, pour qui sait ce qu'on a fait comme travail. Il y a une belette, un renard, une hirondelle, mais c'est ça. Fait que le professeur le sait, puis son étudiant ou son étudiante le sait. Mais je peux te dire que ses partenaires de golf, quand il va jouer après, vont le savoir aussi, Pierre, parce que son jeu va être meilleur. Mais ce qui doit être gratifiant aussi, c'est quand tu enseignes à quelqu'un, puis que tu retournes sur un terrain 5-10 ans plus tard, tu les vois encore, puis que là, c'est la famille qui suit, puis c'est les enfants qui viennent te voir. Ça, c'est arrivé souvent. Ouais, ça doit être gratifiant au bout de temps. Oh, oui. Puis la personne te rappelle, mettons 5 ans plus tard, puis hey, j'ai mon fils là, qui voudrait suivre une leçon, puis regarde, c'est une roue qui continue, qui n'arrête pas. Eh bien, bravo, Pierre. Ouais. Merci d'être passé en studio. Ouais, ben, merci d'être venu. Très mérité. Good. Tu vois, Sport Express, c'est pour ça qu'on est là. Ouais. On invite les gens à communiquer avec toi pour suivre un cours de golf. Oh, regarde, il n'y a pas de trouble, c'est bon. Oh, c'est pas dur à rejoindre. Non, super. On s'arrête et au retour, on va parler de herding. Écoute, on change de registre complet. Tu te souviens, l'année passée, on avait reçu Daniel et son chien. Absolument. Et là, on reçoit le fils, pas le fils de Daniel, le fils du chien. Oui. Bougez pas. C'est le genre de show, François, où les gens vont faire « Oh! » Mais ça n'a rien à voir avec notre invité, un de nos 2 invités, et toi et moi. Bien, Daniel, il est beau bonhomme. Oui, c'est vrai, t'as raison. Mais là, les gens vont en avoir que pour Seth qui est avec nous. Daniel Turcotte et son chien Seth est avec nous. Salut. Salut, messieurs. Ben oui, salut. Oui, messieurs, exactement. L'année passée, Daniel, les gens vont faire comme ça, qui est venu à l'émission. Le chien ressemblait également, mais tu étais avec Denver, le père de Seth. Exact. Là, on a son fils qui est aussi bon.
qui est aussi bon. Quel âge a Denver? Bien, Denver, il y a 4 ans. Il a tourné 4 ans en juillet. Puis là, lui, il a tourné 2 ans cet été. Puis, m'a dire, il suit les traces de son père. Puis ça va bien. Là, les gens vont se dire, OK, il suit les traces de son père. Dans quoi? Mais encore, on va parler de herding. Daniel, je veux que tu nous expliques un peu quel est ce sport que tu pratiques en compagnie de tes chiens. Écoute, le herding a commencé en Écosse avec les grandes plaines de moutons à travers les prairies. On utilisait les chiens. On a créé une race qui s'appelle le Border Collie. Puis eux, ils ont axé surtout là, les sélections naturelles du chien pour rassembler le troupeau sur de longues distances. Alors, le herding au Québec, ça fait pas très longtemps. C'est arrivé dans les années 80, mais encore là, il n'y en avait pas beaucoup. Puis là, nous, on a embarqué parce qu'on est éleveurs de moutons. Chez nous, on a une ferme, on a besoin de chiens. Si on perd des moutons, on veut les transporter d'un endroit à l'autre. Je suis allé chercher une lignée d'Irlande, dont les parents de Denver sont champions canadiens. Wow. Alors là, on a fait du herding depuis 2020, là, qu'on est pas mal là-dedans. Revenons sur la famille de Seth parce que les parents de Denver, Seth, je sais que au niveau des chevaux, c'est comme ça. Hein? Des fois, tu as une bonne lignée. Ces chevaux-là ont de la valeur. Tu veux avoir un chien, mais c'est beau, on va le faire. On va l'inséminer, mais ça coûte tant. Est-ce que c'est un peu la même chose? Sans rentrer dans les détails de combien peut valoir Denver, combien peut valoir Seth, mais est-ce que c'est la même chose au niveau canin, que des fois, ça peut être une bonne lignée de chiens de génération en génération? T'sais? Exactement. La lignée est très importante parce que peu importe ce que tu vas faire avec un Border Collie, sa lignée principale, c'est le rassemblement. Mais moi, je connais beaucoup de gens qui n'ont pas de moutons à la maison, fait qu'ils vont s'enligner peut-être faire de l'agilité, du dog diving, là, les plongeons, etc. Mais à la base, un Border Collie, ça rassemble. Alors, si quelqu'un s'achète un Border Collie aujourd'hui, attention, c'est un chien qui est très énergétique, même malgré qu'il a des tendances à vouloir faire autre sport. Il va avoir tendance à rassembler. Si tu n'as pas de moutons, il va rassembler tes enfants, il va vouloir rassembler les écureuils. Puis à la limite, ce qui n'est pas très bon, les autos qui passent à l'amont de chez vous, là, il va vouloir courir après les autos, là, c'est pas très bon. Alors, il faut toujours avoir une activité en tête avec un Border Collie. Puis moi, c'est les moutons. Ça ressemble à quoi, Daniel, une compétition de herding? Tu sais, là, il est nouvellement champion québécois novice, c'est ça? Pro-novice. Pro-novice. Ouais. Ça ressemble à quoi? Tu as son trophée ici qui est un... Bien, il y a au Canada, il y a 3 classes. Ouais. Il y a novice, pro-novice et ensuite, on arrive open. Okay. Alors, ça ressemble à quoi? Écoute, on va sur un grand terrain. C'est organisé souvent par des propriétaires de fermes immenses avec des moutons, des producteurs ovins. Et puis, on organise avec des associations des concours. Ça ressemble, écoutez, peut-être sur un terrain de golf, là, aller à quelques 400 verges. Ouais. On place un groupe de moutons, 3 ou 4 moutons. Puis à travers ça, il y a des obstacles à traverser. Fait que ton chien doit partir d'un côté ou l'autre. Ça dépend des obstacles qu'on rencontre. Alors, on a des indications. On a du verbal, mais qui va se transformer en sifflet. Avec un sifflet. Oui. Comme ça. Puis, on a chaque mot à son sifflet. Alors, moi, quand je veux le diriger, parce qu'il y a des obstacles à franchir, bien là, moi, je dois lui donner des commandes qui vont aller entre des panneaux. Souvent, il y a on appelle ça en anglais des drives. Là. Il faut qu'il y ait... Ça, c'est compliqué pour un chien de berger parce que lui, il ramène les moutons à son maître, mais des fois, il faut pousser les moutons ailleurs. Okay. Ça, c'est génétiquement difficile. Pas le réflexe. Il n'y a pas ce réflexe-là. Fait que toi, il faut que tu y montes. Fait que c'est de la pratique, de la pratique et de la pratique. Et nous, on est dans un sport où c'est une combinaison des deux. Je peux faire autant d'erreurs que lui peut faire des erreurs. Alors, c'est une complicité comme des joueurs de tennis qui jouent en Confiance mutuelle. Confiance mutuelle. Puis, il faut qu'on ait le même but, en fait. Puis, ce qui est intéressant, c'est que le chien, il va développer cette sensibilité avec toi. Et là, bien, c'est indissociable. Ça. À un moment donné, là, c'est... Tu nous disais, hors d'onde, que tu connais quelqu'un qui est allé s'en acheter un en Europe, en Irlande, entre 15 et 20 000 revenu. Le chien avait 4 ans, puis il n'a jamais eu cette complicité-là que toi, tu as avec Seth, par exemple, qui a 2 ans. Puis c'est super important. On avait une femelle et Denver était excellent. Alors, nous, ce que j'ai décidé de faire, c'est de me faire une relève. Alors, j'ai fait une portée. On a eu une belle portée de 7 chiots, 5 femelles, 2 mâles. Malheureusement, je ne voulais pas gérer les femelles à travers une gang de mâles, donc j'ai gardé les mâles.
Puis 7 est sorti de la portée, le 7e, avec un beau numéro 7 On sur le voit à le dos. l'écran présentement. là. Oui, puis c'est pour ça que je n'ai pas pu l'appeler autre chose que le numéro 7. Puis il y a bien des anglophones qui me disent 7. What is 7? It's September. Non, je dis 7, c'est le chiffre en... It's 7 in English. Exact, c'est ça. Revenons à ça. Là, on a vu la photo de 7 tout petits bébés. Yep. Et entre 7 bébés et 7 2 ans avec le beau collier de champion québécois, il s'en passe des choses. À partir de quel âge un chien peut commencer? Tu disais c'est inné, là, il développe déjà, lui, tu le laisserais aller sans aucune expérience, probablement qu'il courrait après les moutons puis il te les ramènerait, là, mais on ne devient pas champion québécois de même non plus, ça prend une certaine éducation. À partir de quel âge, avec un chien, justement, tu peux commencer à l'éduquer? Entre 8 semaines et 6 mois, c'est de l'obéissance. OK. À 6 mois, il est en présence de moutons. C'est sûr qu'on va faire des petits tours à la grange, puis il va faire le train avec nous autres. Mais à partir de 6 mois, là, on embarque le chien vraiment dans l'éducation puis dans l'entraînement. Et c'est un entraînement qui va être régulier jour après jour. Des fois, c'est des courts laps de temps par jour, 5-10 minutes, mais souvent. Alors là, nous, on va introduire les mots. Après les mots, on va introduire le sifflet. Fait que si j'ai une 15 commandes, je vais avoir 15 types de sons différents. Et lui, il faut qu'il s'aperçoive qu'à un moment donné, c'est ce qu'il veut, c'est ce que je veux entendre de lui. À 1 an et demi, on va faire des petits novices. Après ça, on va faire les pro-novices, parce que le novice, on assiste le chien. On se déplace avec le chien sur le terrain. Pro-novice, on reste au poteau, puis on ne bouge pas. Puis là, après ça, on s'en va en open. Il y a une catégorie qui s'appelle le nursery, qui est avant l'âge de 3 ans. Denver le fait, puis on fait des concours. Moi, quand je vais, au Canada, pratiquement toutes les provinces ont un club, puis aux États-Unis, mais ça marche par section. Nord-est des États-Unis, ça peut être l'ouest des États-Unis, le nord des États-Unis. Moi, je fais partie de 4 associations, puis je fais des compétitions à travers tout le pays, l'Amérique du Nord, pratiquement, Floride, Kentucky, Alabama bientôt. Tout l'ouest de l'Ontario sont très forts. Et là, il me reste à faire l'ouest canadien que je prévois faire les prochaines années. Est-ce que c'est toujours individuel pour un chien ou là, étant donné que tu as 2 chiens de course, si on veut, qui sont bien entraînés, est-ce que tu pourrais amener 2 chiens en même temps pour une compétition? Bien, en fait, oui. Quand ils vont être au même niveau, quand lui va monter open comme son père, je vais rouler 2 chiens en open. Comme si j'avais un chien très expérimenté puis un chien moins expérimenté, un peu comme la Formule 1, quand tu as 2 voitures là, qui roulent sur le circuit, mais moi, je vais en avoir 2. 3, c'est rare parce que c'est très populaire. On est des centaines en anglais, on dit des handlers, centaines de chiens qui vont participer à une compétition et ça dure toute la journée. Moi, j'ai assisté à une grosse compétition à Kingston, puis ça, c'est très loin, avec des moutons qui ont passé tout l'été sur une île. Les moutons n'ont jamais vu personne, n'ont jamais vu de chien. Fait que quand on les place en présence, ça court partout. Fait que c'est là que tu vois si c'est un bon chien. Okay. Alors, le chien est passé à travers cet exemple-là. Et comme j'expliquais hors d'onde avec toi, François, comme dans tout sport, que tu fais de la compétition, tu commences toujours en bas de l'échelle, novice, pro-novice, un peu junior. Comme l'être humain, en fait. Oui, exactement comme au hockey, on joue junior. Mais quand tu montes en Ligue nationale, des fois, la step est grand, puis des fois, ben là, tu as besoin de pratique. Alors, Même chose de votre côté, là. Même affaire. Fait que moi, j'ai un coach qui me montre, un peu comme Pierre Lalonde qui expliquait que lui, il a monté du monde. Bien, moi, je me fais coacher. J'assiste à des cliniques régulièrement, 1 fois par mois. J'ai un mentor, puis lui, il est un peu... lui, il est Top Gun, là. Il est d'un 10 meilleur canadien. Fait que là, lui, il me donne des cours, puis on part avec lui, justement, en Alabama pour pratiquer pendant un bon 3 semaines cet hiver. Parce que, comme encore là, on dit l'hiver, dans la neige, c'est dangereux les blessures, c'est dangereux les moutons, ils peuvent se blesser, puis c'est très, très proactif. Fait que on n'aime pas, sur la glace, être avec nos animaux. Les villes que tu nommes depuis tantôt, c'est des villes où, dans ma tête à moi, je regarde, tu parles d'Alabama, Kentucky, ces choses-là. Est-ce que le dressage de chiens, cette compétition-là, c'est comme un peu on parlait de chevaux tantôt, là, j'essaie de faire une analogie, mais est-ce que ça se passe souvent, c'est sur des vastes terrains, des gens qui ont des fermes, qui ont des gros ranchs? Moi, dans ma tête, on dirait que c'est ça. Tu peux pas élever un chien comme ça en plein milieu de Montréal-Nord ou Verdun. On s'entend, ça prend un espace. Faut que... Écoute, tu as parlé du Kentucky puis d'espace grand, puis de chevaux.
on a nos compétitions sur le site du Derby, la triple Du Kentucky. Es-tu du sérieux? Kentucky. Wow, Ouais, wow. on est sur ces terrains. Ça doit être quelque chose quand tu arrives là. Ça doit être... Immense. Ah, ouais. C'est de la verdure, c'est montagneux, c'est écoute. L'histoire qu'il y a là. Hein, L'histoire qui est là, les chevaux, les gens placent les moutons à cheval. Et là, ton chien, quand il n'a pas vu de chevaux, moi, je suis chanceux, j'ai des chevaux à la maison. Alors, eux, ils savent c'est quoi un cheval. Mais quand un chien arrive, puis il ne sait pas c'est quoi un cheval, puis il arrive au bout, il fait son cercle, puis il y a un cheval à côté des moutons, des fois, il est impressionné, puis des fois, ça se déstabilise. Surtout au Kentucky, ça doit être des gros étalons. C'est pas des petits dépournés. Non, mais il y a différents types de chevaux. Au Kentucky, tu as des chevaux qui sont en dressage, en jumper, Ouais. ou tu en as aussi, c'est juste de la plaisance, où tu as toutes sortes de chevaux. Alabama, c'est plus campagne, c'est plus western, c'est plus farm, les fermes de... Pas comme les gros chevaux Budweiser, mettons. Non, malgré que j'en ai vu en fin de semaine des Clydesdale. Des mais, Clydesdale, oui. Ça, on ne peut pas donner ça, hein? Non, puis c'est des belles machines aussi. Ouais. Non, écoute, il y a toutes sortes, comme en fin de semaine, on avait une compétition qui nous a... Écoute, d'habitude, là, la fin de la compétition, on finit ça dans un pen. C'est comme dans un petit enclos. Il faut rentrer les animaux dans l'enclos, puis on ferme la porte. Des clôtures. En fin de semaine, c'était une remorque. Mais le juge vient de l'Ouest canadien. C'était Ken Price qui vient de l'Ouest, qui a un gros ranch, puis les autres, c'est de rentrer les moutons puis le bétail dans des remorques, puis ils font pas juste des petits... Fait que là, lui a décidé, en fin de semaine, c'était ça. Fait que Denver avait jamais connu ça, puis moi, j'ai jamais pratiqué ça à la maison. Ouais. On l'a fait, puis ça a été super le fun. Après ça, ils nous ont rajouté un dog leg. Ça veut dire comme que au là, golf. Comme au golf. Fait que là, il y a un champ immense, comme tu dis. C'est des belles prairies, c'est vallonné, mais tu vois à peine les moutons. C'est un tournant. Comme un tournant, un L. Le chien ne voit pas les moutons. Fait que toi, à l'aveugle, il faut que tu l'envoies. Puis là, lui, il rencontre une clôture, puis il te regarde en voulant dire « Ils sont où les moutons? Tu m'envoies où, là? » Fait que là, moi, avec mon sifflet, je le redirige. Puis là, je le redirige tout le temps. Puis à un moment donné, hop, il voit les moutons, puis là, il va les chercher. Okay. C'est ça qui est fun. Tu sais, on parlait tantôt de proximité avec ton chien, à quel point tu le connais. Hein? Tu le connais depuis qu'il est né, en fait. Oui. Est-ce que tu es capable de... Non, il reste 30 secondes. Ouais. On s'arrête. On s'arrête, parce que ça aussi, ça risque de Garde prendre ta question. Oui, exactement. On s'arrête tout de suite. On revient au retour avec Daniel et avec Seth. Je veux qu'on parle justement de cette proximité-là, mais de savoir si, dans le regard ou ces choses-là, tu es capable de voir si ton chien est à l'aise ou pas. Oui, exactement, dans un tel type ou type de compétition. Donc, on s'arrête et au retour, on part avec cette question. Nous sommes de retour à Sport Express. Je vais y aller avec ma question que je voulais poser à la fin de la première partie. Tu sais, un être humain, tu es capable de le voir. Moi, en vieillissant, on dirait que les hauteurs, le tabarouette, j'ai de la misère. Puis cet été, j'étais allé aux chutes Montmorency, puis tu passes par-dessus. Puis à un moment donné, de regarder en bas, là, j'ai pas aimé. Puis tout de suite, ma famille, Marie-André, peuvent me regarder et dire « OK, toi, tu fais des pas. couleurs. Ouais, regarde jusqu'au bout, on va sortir. » Un chien, c'est un peu pareil. Es-tu capable de voir dans les yeux de Seth ou de Denver que, oh là, lui, là, il a pas vu des moutons, il file pas, il est pas à l'aise, puis tout de suite, un petit coup de sifflet, ça le replacerait, mais es-tu capable de le voir? Oui, on est capable de voir au regard du chien, premièrement, s'il file bien, parce que des fois, il y a des journées qui ça ne tente pas. C'est rare, mais ça peut arriver que, là, si ça ne tente pas, c'est parce qu'il y a quelque chose. Soit qu'il file une maladie. Des fois, les yeux, ils enflent, là, hop, il a pogné quelque chose. Mais au niveau des moutons, il y en a là qui sont récalcitrants. Il y en a là qui veulent même charger le chien. Hey. Le chien, là, lui, il faut qu'il... Premièrement, il n'a pas le droit de mordre. Le chien qui mord un mouton, il est disqualifié. Okay. Mais pour Seth, un mouton, c'est quoi? C'est un ami? C'est un obstacle? Je vais te dire honnêtement, c'est génétique. J'y présenterais des poules, il le ferait, mais moins bien que sur des moutons. Puis à part ça, si j'ai pas... regarde, on a des chevaux à la maison, il ne pas les chevaux. Les vaches, je ne l'ai pas pratiqué sur vache ou sur bœuf, il ne le fera pas. Mais par contre, s'il arrive avec des moutons récalcitrants un peu, je vais le sentir en dedans s'il va vouloir y aller ou pas. Il va vouloir y aller, mais il va être un petit peu peureux. Okay. Plus ils sont jeunes, plus ils sont peureux. Plus ils sont vieux, plus ils sont... Puis moi, j'ai une commande. Si jamais il y a un mouton qui arrive et qui veut le frapper, deux choses que tu peux faire. Tu couches ton chien et tu attends. Ou tu lui dis, moi, c'est get back. Et à un moment donné, il va prendre un pas de recul. Puis là, les moutons, ils vont dire, il me lâche tranquille, puis ils vont repartir. Get back, ça veut dire reviens sur toi. Puis si je dis get up, là, c'est saute-dessus. OK. Mais il pourrait le faire. Il pourrait le faire. Okay. Parce que sauter dessus, c'est juste sauter sans mordre. Puis il est interdit de mordre.
Alors ça, on est capable de le voir, le chien, s'il est à l'aise ou pas, selon ta question que tu m'as posée. Toi, Daniel, en compétition, en tant que manieur de chien, c'est comme ça qu'on vous appelle en français, où est-ce que tu te situes? Est-ce que tu dois toujours être derrière l'animal? Tu peux aller un peu en avant, sur le côté? Où est-ce que tu te situes avec lui? On va parler de Pronovis, puis je vais vous envoyer une vidéo, je ne sais pas si vous allez le passer, là, mais on a un poteau blanc qui est en plein centre. J'ai un rayon de la longueur de mon bras et on a une canne de berger. Je ne peux pas m'éloigner dans un diamètre ou dans un rayon de mon bras et de la canne. Donc, tu dois rester au même endroit. Au même endroit. Puis quand le juge a dit, bon, aujourd'hui, vous allez passer horaire, il faut que les moutons passent du côté horaire ou anti-horaire. OK. Et là, on les dirige soit en main droite ou en main gauche vers des panneaux. Et là, je vais dire en compétition, on est dans la Ligue nationale, là, je vais dire les drives le cross-drive qui traverse le terrain, il est immense. C'est très loin. Et là, tu es jugé sur la ligne. Fait qu'on imagine la table ici, là, que c'est ton terrain de jeu, là, puis tu as une belle ligne en plein milieu, mais il faut qu'il s'assoie en ligne droite. Si ton chien s'en va comme ça tout le temps, puis tes moutons s'en vont, les panneaux ils ont juste 20 pieds de différence. Fait que tu as 4 moutons à passer dans 20 pieds. Quand tu as à peine... ça te prendrait des longues vues des fois pour les regarder. C'est tout un sport. Fait que ça prend une bonne vue pour le manieur. Puis ton chien, mais lui, il faut qu'il ait une bonne écoute parce que... Tu vas entendre des fois des manieurs crier après le chien, là, quand ils vont choquer au loin, puis ils vont dire What are you doing? Tu sais, en voulant dire qu'est-ce que tu es en train de faire là? Fait que là, le chien, il arrête, fait que là, il leur couche, puis il leur part. OK. Il faut que toujours tu rassembles ta bévue que tu as faite ou le chien. Ouais. Tu sais, c'est pas parce que tu perds 5 points. Souvent, les points, le pointage est sur 100. OK. Tu vois, en fin de semaine, on s'est tenu dans les 75. Ce qui est excellent en open, c'est comme jouer au golf. Tu n'as pas tout à fait ta bonne run de cette journée-là, mais ça sent bien. Tu sens que ça sent bien. C'est juste de la pratique. C'est beaucoup de pratique. Comme un bon joueur de hockey qui va patiner, qui va pratiquer tous les soirs, puis qui va... Mais tu dis, c'est de la pratique, c'est de la pratique, c'est de la pratique. Ce sont des athlètes, entre parenthèses. Nutrition, vétérinaire, job à temps plein. C'est une job à temps plein. Moi, on a la chance d'avoir au Québec une nutritionniste qui fait du herding, qui est anglophone et qui est allée suivre des cours un peu partout sur la planète. Elle s'appelle Fiona Robinson. Elle est dans les cantons de l'Est. Elle fait des programmes pour la nutrition. Parce que il y a 2 types de nutrition, croquette ou crue. Parce que lui, s'il arrive au vétérinaire, ils ne diront pas qu'il y a trop de gras. Là. Il est top shape. Il ne faut pas qu'il soit gros. Là. Premièrement, je ne suis pas capable de les engraisser, ces chiens-là. J'ai beau leur donner là, le maximum qu'ils doivent prendre, là, ça n'engraisse pas. C'est du muscle, ils sont minces, c'est comme des coureurs de marathon. Puis en fin de semaine, on a fait un demi-kilomètre. C'est pas vrai. On a fait 1,5 km. C'est encore plus. C'est encore plus, puis on a 10 minutes pour faire ça. Fait que là, lui, il arrive, là, puis on a un bassin d'eau pas loin du poteau, là. Puis surtout Denver, là. Je dis Denver, quand il a fini sa run, on est tous contents, on a tout fait ce qu'on avait à faire dans l'eau. Il part, puis il s'en va dans le bassin d'eau, tout seul. Il laisse partir les moutons, puis il s'en va En anglais, c'est cool off, là. Il s'en vient se refroidir par lui-même. Ça prend ça. Parce que le chien, il va souffrir d'un coup de chaleur. On est suivi par une vétérinaire. À date, tout va bien. S'il arrivait une blessure, tu sais, comme en athlétisme, tu peux te faire un claquage. Eux, c'est facile à faire un claquage. J'ai 4 border collies chez nous. J'en ai 3 en compétition. J'en ai un, malheureusement, il y a 10 ans, puis il n'en fait plus. Lui, il s'est claqué quelque chose. Alors, lui, il est au repos jusqu'à la fin de ses jours. Parce qu'il aime ça, les moutons, là, mais il ne faut pas qu'il court. Il va se reclaquer. Il va boiter, il va marcher sur 3 pattes. Mais ces chiens-là, il faut... on met tellement de temps. On les paye pas cher au début, mais je pense que ça a une valeur assez importante, sentimentale et monétaire. On n'a pas le choix d'avoir une bonne nutrition. Fait que moi, j'y vais... Étant donné que je voyage beaucoup, je ne peux pas me traîner un congélateur avec moi. Fait que je ne peux pas amener, moi, le cru que je veux amener avec moi. Fait qu'on y va avec des croquettes riches en protéines. On regarde les ingrédients. Il faut éplucher le sac au complet. À ce point-là. Oui. Puis il faut regarder aussi un test d'urine. C'est ça, je m'en allais dire. Est-ce qu'un chien peut être testé, Daniel? Non.
Ça, c'est pas comme les chevaux, parce qu'on est dans le domaine des chevaux, puis non. Par contre, il faut tester, voir s'ils n'ont pas des cristaux, parce qu'ils sont tellement nourris, riches en protéines. 38 là, les sacs, c'est beaucoup. Tu ne donneras pas ça à un chien ordinaire. Eux, oui, mais on les teste pour des cristaux dans l'urine. S'il y avait des cristaux dans l'urine, ça serait trop difficile pour les reins, système urinaire, etc. Alors, il faudrait faire attention à ce moment-là. Fait que là, on est rendu là. C'est une science, hein? Ah ouais. Mais tu sais, tu commences Combien, du Daniel, sport. t'es prof de sciences, justement. Fait que- Tu commences du sport, tu commences lentement. Après ça, ça va bien, tu aimes ça. Tu deviens addictive, là, en anglais. Tu deviens accro. Puis là, à un moment donné, ben, tu te dis, je veux en faire plus. Hey, c'est le fun ce qu'il a fait en fin de semaine. Il a fait la plus longue distance que j'ai jamais faite. Tu vas plus loin. Puis là, il y a une compétition qui est organisée. Nous, ce que j'aimerais, c'est voir les finales. La USBCHA, c'est les États-Unis qui ont fait une association de tous les États aux États-Unis, plus les Canadiennes. Quand tu fais les finales là, puis tu as des points, tu peux aller en Europe à un moment donné. Nous, on a 4 Canadiens qui sont allés cette année, dont une de mes mentors, là, Tracy Hinton, qui habite en Ontario. Elle est allée nous représenter. Elle se ramasse en Floride, au même endroit que nous autres, puis on a nos campers, parce que maintenant, on voyage en camper. Bien, on ne peut pas faire de l'hôtel avec nos chiens. Premièrement, c'est un hôtel sur 2 qui les accepte. Mais on est dans un champ, quelque part, à l'extérieur de la grande ville. Il n'y a pas d'hôtel proche, fait qu'on a tous nos campers. Quand on est à côté d'une Tracy Hinton, là, puis elle a dit, ben regarde, on pratique-tu aujourd'hui ensemble? On va te pratiquer comment shedder. Un shed, là, c'est que il y a 4 moutons qui s'en venaient. En fin de semaine, il y a une autre affaire que je n'avais jamais faite, c'est un double shed. Fait que tu sépares un groupe de moutons en 2, tu les remets ensemble, tu t'en vas faire le pen qui était dans la remorque, tu les sors, tu reviens shedder single, ça veut dire un seul. Puis là, ton temps arrête. Moi, je n'avais jamais fait ça. Puis le monde le savent qu'on est tout nouveau en open, puis ils nous poussent. Là. Moi, ce que j'aime, là, c'est que les vieux bons handlers, là, ils nous applaudissent après. T'apprends tout le temps. Oui, même si c'est un score qui est correct, là, ils sont fiers pour nous autres, parce que nous autres, on s'en vient les rejoindre. Là, tu sais. Puis c'est là qu'on est. Parce qu'on n'est pas au même... D'un, c'est un sport très européen. On l'a dit tantôt, Irlande et ces places-là. Ça commence tranquillement à s'en venir ici. Est-ce que tu vois quand même une belle amélioration au cours des dernières années? Écoute, au Québec, on est en retard sur toutes les provinces. Bien, je dirais, il n'y a pas toutes les provinces, mais il y a la Colombie-Britannique, il y a la Saskatchewan, l'Alberta, l'Ontario, Nouvelle-Écosse, puis le Québec. Québec, on est la dernière province qui a embarqué, puis qui n'a pas beaucoup de... On a un club, l'ABCQ, l'Association Border Oui, c'est Collie ça, du je le Québec. sais, par exemple, oui. Puis eux, bien, écoute, il faut à chaque année essayer de trouver des terrains, de trouver des moutons. Et là, on a notre terrain puis nos moutons. Il y a un beau centre à Québec, à Saint-Étienne-de-Lauzon. Le centre Rio Bella. C'est des amis de herding qui ont acheté un centre équestre. Immense terrain. On a fait notre première compétition, en fait, notre deuxième compétition de la BCQ. L'an passé, Denver a gagné le champion pro novice 2023. Cette année, son fils, champion pro novice 2024. Alors là, c'est là qu'on a accumulé. Puis on aime ça parce qu'il y a de plus en plus d'adeptes. Même moi, chez nous, le téléphone sonne. Hey, je voudrais faire du herding, j'ai un border collie. Des fois, j'ai un berger australien. Des fois, j'ai un beauceron, un corgi. Ça, c'est tous des chiens. C'est des chiens rassembleurs de moutons, mais à différents niveaux. Le border collie, lui, il fait de la longue distance. Tandis que les autres, c'est tout près. En anglais, on dit du farm work. Là, c'est du travail de ferme très rapproché. Puis là, ben, le Centre Rio Bella, encore là, on a fait une excellente compétition. Puis on va en refaire une autre l'an prochain. Puis si on est capable d'avoir un autre terrain ailleurs, idéalement, j'aimerais ça sur la rive sud. Mais là, Daniel, c'était ça ma question. Là. Les gens vont dire, voyons, je le connais, Daniel. Daniel est pilote de Montgolfière, a été longtemps Balloonmeister à l'international de Montgolfière. Je me dis, s'il y a bien quelqu'un qui connaît des agriculteurs et les terres, tu les as vus, Daniel, tu as plus de 1000 heures de vol, tu les as vus d'en haut. Est-ce qu'il y aurait des endroits ici dans la région qui pourraient nous permettre d'accueillir une compétition comme ça? Oui, il y a des endroits merveilleux. Il y a des agriculteurs qui sont prêts à nous recevoir. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas clôturés. Alors, s'il arrive un chien qui... Puis c'est pas toujours des chiens qui sont Top Gun comme Denver. Il arrive un chien qui est un petit peu trop excité, perd les moutons dans le champ de dinde, perd des moutons dans la rue, perd des moutons partout. Il faut que Puis moi, ben, ma propriété serait prête. J'ai clôturé cette année ma propriété. Alors là, il me reste juste à savoir, je vais-tu avoir du monde? Je vais-tu avoir le goût de le faire parce que je suis tout le temps parti? Mais tu serais en règle chez vous? Moi, je suis en règle. Moi, j'ai un beau grand terrain on a tout fait nibler. Ça va prendre des moutons, par exemple, parce que j'en ai, mais j'en aurais pas assez pour faire une grosse compétition comme en fin de semaine. Ça prend un producteur qui a au moins
En fin de semaine, là, je pense qu'il y avait au moins 120 moutons. Et Puis, tu sais, 3 moutons qui passent ou 4 moutons à chaque fois, on va dire, ça fait peut-être 40 runs. On appelle ça Ouais. des runs. Mais il y en a des runs par jour. Tu en as des centaines. Les moutons passent 2 fois par jour. Moi, là, les compétitions, c'est 3-4 jours d'affilée. là. il reste 1 minute. Yep. Ça n'a pas rapport. C'est juste que tu es un gars au niveau de l'élevage qui connaît ça pas à peu près. Des fois, je me promène mes chiens ou je me promène tout seul avec Marie-André, puis je vois les chiens lousses à la pelouse. Puis aussi bien dressés soient-ils, je me dis toujours, c'est des bêtes. Ça ils tentent de partir le moment donné. Il va partir. Est-ce que tu as toujours ça, parce qu'on s'entend, toi, tes chiens, c'est au doigt et au sifflet, là, dans le sens que tu siffles, puis tout ça sont... Est-ce que dans ta tête, derrière toi, tu as toujours, regarde, ça reste une bête, tu es toujours aux aguets, tu sais jamais qu'est-ce qu'il pourrait faire? Parce que des fois, moi, je trouve qu'il y a des maîtres de chiens civils là, dans notre quartier qui font comme... Tabarouette, le chien tout seul, il est Peut-être là. trop Il y a des... confiance. Ouais, trop confiance. Tabarouette, il y a une auto. Ah, il bougera pas du terrain. Mais ouais, mais s'il décide, lui, qui part... Faut être aux aguets, je vais vous dire. Ça dépend sentimentalement, le lien que tu as avec ton chien. Moi, j'ai tellement mis du temps, je les aime tellement que moi, ils sont là sur le terrain chez nous, mais j'ai toujours un regard, j'ai toujours une vue sur mes chiens. Même s'il arrivait quelqu'un chez nous, il ouvre une porte, il y a un enfant qui sort, ou bien un visiteur, des fois, il pourrait même passer sur le chien, parce que le chien, lui, il est content, il voit du monde. Ce que je déplore un petit peu dans toutes les grandes villes au Québec, c'est la laisse. Il faut toujours garder ton chien en laisse. Un chien a besoin de courir. Ça a 4 pattes, ça en a 2 de plus que nous autres, ça a besoin de courir. Ça a besoin de s'évader. C'est pour ça que des fois, il y en a qui m'appellent chez nous. « Hey, Daniel, tu as un grand terrain, m'a te loué ton espace. Peux-tu aller faire courir mon chien chez vous? » Oui. Puis même les parcs à chiens, c'est pas assez grand. Mais non, il faut s'arrêter. Mais le message est entendu. Il faut faire bouger nos Merci, chiens. Daniel. Daniel, merci. Seth également. Bien fait ça, Ouais. lui. Bonne chance pour la suite, hein? 7 Ouais. moutons. Sont où les moutons? Oh! Hey, get Mouton. back! Hey, get back! Ouais, on Sont va les essayer moutons? ça avec mes filles tantôt. Elles veulent pas dire deux jambes. Mouton. Merci beaucoup, Merci, Daniel. Daniel. On Merci, s'arrête Daniel. le temps d'une courte pause. Et au retour, NASCAR et les gagnants du bingo. Oh yeah! Je sais pas. Nous sommes de retour à Sport Express et Alex, il y avait du NASCAR. Ça doit finir bientôt, ça, Richard. Habituellement, c'est en février, je pense. Non, ça recommence en février. Ah, écoute. Mais ça doit finir bientôt. Tu sais plus que moi. Kyle Larson, Christopher Bell, William Byron, Austin Cindric et Chase Elliott ont terminé 5e. J'ai pas envie de demander à Richard, mais il y a comme eu une espèce de controverse en fin de semaine. Ah. J'ai lu un gros titre que quelqu'un a été disqualifié pour la Chase. C'est qui, Richard? Alex Bowman. Il s'est passé quelque chose. Vous irez lire sur les réseaux sociaux, mais tout ce que je sais, c'est qu'il a fait de quoi, puis il est éliminé. Pauvre Alex. C'est simple de même. Ouais, pauvre Alex, exact. Oui, c'est ça. Il a tourné à droite au lieu de virer à gauche. C'est ça l'affaire. Ouais. Alex, il y avait du bingo? Il y avait du bingo en fin de semaine. Félicitations à Nathalie Caro, Suzanne Hébert, Jean-Denis Darvaux, Suzanne Dupéré, Huguette. Pas de nom de famille, Huguette? En tout cas, Madame Huguette, félicitations. Comme Ivan de l'Avalanche du Colorado, c'est Huguette. C'est vrai, Ivan. Ouais. Monique Desmeules, André Bédard, Marie-Chantal Savoie et Brigitte Charret. On vous rappelle, le bingo, c'est dimanche prochain. Ben absolument. Quelle heure? On est juste avant eux. Je sais ça, on est très... Écoute-moi dire de quoi, là? On est connus. Oui. Salutations à tout le monde qui va jouer au bingo tout de suite après le dimanche. Merci, François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là et à la semaine Salut. prochaine. Bye.